Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Études africaines, dirigée par Denis Prienne et son équipe. Forte de plus de 1000 titres publiés à ce jour, la collection Études africaines fait peau neuve. Elle présentera toujours les essais généraux qui ont fait son succès, mais se déclinera désormais également par séries thématiques, droit, économie, politique, sociologie, etc. Dernière parution. Sous la direction de Mbou Seta Diagana, Koudi Kane, Mamadou Kalidouba, Littératures africaines et écriture du terroir, 2021. Follet DIANGITUKWA, L'Afrique dans la dynamique de l'intégration régionale, 2021. Guy Saturnin TSETSA, Pratique des saisies mobilières en droit OADA, 2021. Hugues Prudent Espoir Tossa, Le droit face aux ondes. Monde en mutation technologique et droit au Bénin, 2021. Marc-Laurent Azoumé, Bénin, la rupture. Déstructuration de l'esprit de la conférence nationale ou conjuration de la fatalité, 2021. Alexis Ndabarushimana, Le Burundi face aux besoins fondamentaux de sa population, 2021. Marie-Agnès Feukeutchomba, Le pouvoir de sanction de l'Union africaine. Analyse des mécanismes de coercition du système d'intégration régional africain, 2021. Abdelkader Bongo Doyndze, Le paléolithique en République du Gabon, Étude des industries préhistoriques du Haut-Ogooué, 2021. Mamadou Bakaye Dembélé, L'échec d'une construction légale du droit des successions au Mali, 2021. Yacine Kervervellamansare, La condition peut l'hier et aujourd'hui. Étude comparative de communautés, Guinée et Tchad, 2021. Présentation générale. Les 23 et 24 avril 2019, a eu lieu, à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Nouakchott Al Asriya, Mauritanie, un colloque international organisé conjointement par le groupe de recherche en littératures africaines, GRELAF, et le Collège de littérature africaine de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Durant 2 jours, des chercheurs en littératures africaines venus d'universités sénégalaises, françaises, ivoiriennes, canadiennes et mauritaniennes se sont penchés sur la problématique des littératures du terroir en Afrique à l'heure de la mondialisation. Cet ouvrage, qui résulte des contributions des participants au colloque, s'interroge sur le statut, les modes de fonctionnement et les finalités afin de définir, nommer et mieux comprendre ces pratiques littéraires qui s'approprient les dimensions sociales, politiques, symboliques et ontologiques d'un territoire. Son ambition est de mieux cerner les modes de figuration du terroir, de les appréhender non pas comme simple décor, mais comme fait de perception, réalité concrète et matière d'imaginaire, indissociable du système symbolique et ontologique avec lequel il entre en interrelation. L'ancrage dans un terroir et ses déclinaisons multiples informent les trames d'écriture, influent sur la langue, et sur les conditions de création et de développement des œuvres, tant pour ce qui est de la description des lieux que de la figuration des rapports humains. Toutefois, peut-on concevoir l'émergence et l'évolution de la littérature sans son enracinement dans un espace précis ? C'est là l'intérêt de l'étude de la littérature du terroir. À la fois représentation subjective de l'auteur et reflet de l'imaginaire collectif, la littérature est effectivement un moyen privilégié pour décrire les traditions, les coutumes et l'évolution d'un terroir. Cette description de la vie du terroir sous-tend une tentative littéraire de valorisation de l'image de la vie traditionnelle. Avec l'urbanisation très poussée, cette exaltation du monde rural est une volonté de l'écrivain de préserver et de protéger un mode de vie en voie de disparition. Dans la littérature du terroir s'impose le goût de l'écrivain à restituer des mondes autres, des altérités qu'amplifie dans les œuvres la puissance fictionnelle des traditions dites populaires. La littérature du terroir peut être considérée comme une littérature décentralisée. Elle est une réaction contre la globalisation culturelle, l'affaiblissement des langues dites vernaculaires et une certaine uniformisation dans les manières de vivre en sont sans doute quelques raisons. D'ailleurs, n'est-ce pas pour renouer avec son passé précolonial que le mouvement de la négritude a vu le jour ? L'engagement des écrivains africains donne une nouvelle approche de leur littérature désormais orientée sur des aspects sociopolitiques.
Cette nouvelle orientation à laquelle s'ajoute l'écriture singulière d'une nouvelle génération d'écrivains n'exclut pas entièrement l'inspiration de faits liés à l'espace d'origine. La société est toujours source de la fiction littéraire et la langue, française, moyen d'expression des auteurs, métissés pour coller avec la réalité africaine. La littérature du terroir, qu'un même goût du pittoresque semble inspirer, constitue un aspect de l'exaltation de la patrie de l'écrivain. Elle peut être pensée aussi bien par rapport à la langue qu'à une population et un espace à circonscrire, à gérer et à mettre en fiction. De ce point de vue, malgré la réticence de certains, les écrivains africains de langue française appartiennent à la littérature francophone, et les œuvres des écrivains qui sont nés dans une région font partie du corpus de la littérature du terroir, au même titre que les œuvres d'un écrivain né dans un pays font partie de la littérature de ce pays. Littératures africaines et écriture du terroir permet d'apporter une contribution au débat en formulant des interrogations sur la littérature régionale, en approfondissant la réflexion, en analysant les nouvelles tendances et les nouvelles orientations ainsi que la manière dont les écrivains les adaptent à leur fiction. Pour mieux appréhender les questionnements et y apporter des tentatives de réponse, l'ouvrage s'organise autour de 4 grands axes. Dans la première partie, croyances, couleurs et identité du terroir, Denis Hassan Diouf dans une contribution conjointe avec Ahmad Faye, Mamadou Kalidouba et Mamadou Damed évoque les thèmes, les motifs, l'élaboration et l'évolution des personnages ainsi que les données symboliques du terroir. Pour Denis Hassan Diouf et Ahmad Faye, Léopold Sédar Senghor revendique ouvertement le lien ombilical entre sa création poétique et son canton, son royaume d'enfance. À ce titre, il a été souvent présenté comme le poète du royaume d'enfance. Pourtant, assez souvent, la critique est passée vite sur la circonscription topique et symbolique de ce terroir formé de bois, de lagunes, d'estuaires, de bolons et de tannes, qui a tant charmé le bourricot de Toko Wali, qu'il constitue pour le poète adulte un point de référence, une matrice plutôt qu'un thème poétique. En effet, l'édénique triangle pastoral Ngasobi Djilor Faoy n'a pas seulement abrité la tendre enfance du poète Sérère, il a aussi été le lit, le centre de la géographie du cœur qu'il a conscience de pratiquer dans sa création. De surcroît, les rencontres avec l'être fabuleux par-delà les choses. Les cousses dans les tamariniers, les crocodiles gardiens des fontaines, les lamentins qui chantaient dans la rivière, les morts du village et les ancêtres, ainsi que les fréquentations de sites rituels tels que le sanctuaire de Marna Nge Djajoal, le tombeau de Maïssa Wali Dioné sur la route de Fimela, la fontaine Kamdiamé, non loin de Djilor, le cimetière de Kolnodik, la ronneraie de Katamag ont indubitablement participé à forger son ipséité poétique qu'il a cessé d'opposer à l'autre, pour ainsi dire. Voilà pourquoi ils assimilent Senghor à Anté, ce géant mythologique invincible qui reprenait des forces dès qu'il entrait en contact avec la mère-terre, Gaïa, sa mère. Quant à Mamadou Kalidouba, il commence par préciser que les 7 cercles de Sophie Caratini ne peut se définir dans les 4 grands genres des belles lettres que sont la poésie, le théâtre, la nouvelle et le roman. Cet ouvrage est en fait le produit d'une multitude d'entretiens que l'auteur, directrice émérite en anthropologie, a réalisé avec celui qui deviendra le héros de son récit. Moussa Djibi Wagne, né en 1918 à Sayé, un village au cœur du pays à l'EBE accent aigu où, comme la plupart des enfants de ce terroir, il reçut une éducation destinée à faire de lui un Foutanké. S'il est vrai que de nombreux anthropologues et sociologues n'ont pas hésité à utiliser la littérature autochtone comme document pour s'informer de ce que furent les usages et les coutumes passées de certains peuples, les critiques littéraires, tout en empruntant massivement les théories des autres disciplines, rechignent souvent à investir leurs produits, à en faire leur corpus. La démarche de Mamadou Kalidouba s'inscrit donc dans cette perspective. Partant du récit de vie de Moussa Wagne que propose Sophie Caratini, il montre comment le héros se représente la culture du Fouta qui fonde l'identité du Peul et quelles sont les constantes qui caractérisent le Foutankagal, au point de se traduire chez le héros comme une réalité obsédante. Pour Mamadou Damed, dans Les enjeux d'un terroir problématique dans le rivage des fantômes de Kane Ismaïla Demba, l'espace est une donnée fondamentale de l'existence humaine, comme le temps, et il est rare qu'une œuvre littéraire fonctionne sans un ancrage spatial réel ou imaginaire et une dimension temporelle porteur de représentation et de signification déterminée. L'espace est le cadre où se déroule l'expérience de la vie.
C'est le lieu des activités socio-économiques, l'enjeu des rivalités politiques et idéologiques. L'État, la structure humaine organisée, ne peut se concevoir sans un territoire. L'individu lui-même se définit par son espace, au sein duquel il partage avec d'autres une culture, une civilisation, et l'espace importe par l'investissement sentimental, affectif que l'individu y projette. Son étude se propose dans un premier temps d'analyser le caractère problématique de cet espace, ancré dans la tradition, qu'est le terroir de Gadiamou. D'abord, elle met l'accent sur les images de la ruralité en particulier, l'influence de l'esprit ancestral sur les mentalités et le poids des croyances et des mythes sur les populations. Ensuite, elle présente les différents enjeux nés avec le projet porté par un trio d'intellectuels, celui de construire un barrage pour retenir l'eau. Enfin, il est question de la dynamique de la métamorphose finale de Gadiamou, définitivement sortie du sous-développement et finalement intégrée au territoire national. Sous le titre Terroir et territoire, espace et représentation, la deuxième partie de cet ouvrage collectif analyse les scénographies romanesques déployées dans les œuvres qui cherchent à comprendre et à restituer un lieu, un milieu, ou les décors qui composent les espaces, bref la saisie de la singularité d'un territoire. Michel Naumann et Vivien Yombe, dans les Cancrelats de Chicaya Utamzi, d'une appartenance à son érosion et création d'un nouveau lien populaire au territoire, démontrent les traits d'une appartenance maladive et sa déconstruction. D'après eux, le projet déconstructionniste est un jeu intellectuel impertinent qui révèle la perversion derrière l'idée et l'appartenance. Ils utilisent à cet égard, outre Fanon, la pensée de Roberto Esposito qui voit dans l'immunisation que s'infligent exagérément les sociétés un poison mortel. Pour Chicaya Utamzi, la déconstruction débouche sur un kairos, un choix et un dynamisme irrépressible né de l'acte salutaire de jeter dans l'abîme la perversion paralysante pour s'en séparer et donc s'en débarrasser. Alors, pour un temps certes bref, une énergie puissante se dégage de ce moment de libération des solidarités qui cessent d'être nourries par la perversion et cessent d'être solidarité contre un élément extérieur, tribalisme, rejet de classe, exclusion, au fond une imitation du péché colonial, une race-classe supérieure. Cette énergie fraternelle qui mobilise des énergies épurées est tournée vers l'autre et ce kairos est réellement révolutionnaire. Il tente de fonder une appartenance qualitativement supérieure. Alioune Dio tente à son tour de comprendre les formes et enjeux du terroir chez Senghor et Fatou Diomé. D'emblée, il souligne que la littérature africaine francophone, de la négritude à la migritude, est composée d'une riche production d'œuvres qui, quelles que soient les générations et les motivations esthétiques ou idéologiques des auteurs, sont particulièrement marquées par l'enracinement dans le terroir. Senghor et Fatou Diomé, sur qui porte son étude, ont en partage l'ancrage de leurs textes, surtout leurs premières productions, dans des espaces bien définis. Joal et ses environs pour le premier, Niodior pour le second. Les deux écrivains sénégalais accordent une attention particulière aux hommes, aux réalités sociales, à la nature, à l'histoire, etc. Cependant, si l'un est de la première génération d'écrivains qui revendiquent une identité particulière dans une visée de défense d'une race opprimée, l'autre appartient à une nouvelle génération dont les œuvres interrogent autrement les notions de race, de culture et d'identité. L'étude de Dio se focalise principalement sur Champ d'ombre et le ventre de l'Atlantique pour voir les modes de représentation du terroir, mais aussi les multiples significations qui peuvent leur être données. Comment se décline l'ancrage du terroir chez Senghor et chez Fatou Diomé ? Quel rapport existe-t-il entre l'écriture du terroir et l'esthétique littéraire ? Quels sont les enjeux de l'écriture du terroir ? Telles sont entre autres questions celles qui marquent l'évolution de sa réflexion. Senghor est aussi au cœur de la contribution d'Ibrahim Diouf, cette fois en compagnie de l'autre chantre de la négritude, Césaire. C'est l'occasion pour lui de réexaminer les trajectoires, l'orientation métaphorique des identités césariennes et senghoriennes à travers leurs écrits poétiques majeurs. L'intérêt d'un tel choix analytique se justifie d'une volonté d'aller au-delà du simple constat d'une démarcation entre ces deux identités, aux trajectoires apparemment singulières. Les motifs analytiques s'articulent autour des notions de terroir et de territoire, lesquelles revêtent des significations littéraires qui débordent celles lexicographiques qu'on leur connaît. La place qu'occupe le terroir dans les poésies césariennes et senghoriennes
est une problématique encore actuelle compte tenu de la relation parfois complexe entre le local et l'universel, l'autochtone et l'étranger, le pays natal et celui d'accueil. Le mouvement translatoire entre ces deux topoi se présente généralement comme une trajectoire plutôt centripète au terroir, chez le premier, et centrifuge, chez le second. L'analyse de Diouf s'attache à la recherche d'une signification littéraire de chacune de ces singularités, en s'appuyant sur une orientation méthodologique comparatiste qui met à contribution la géocritique, la sociocritique et l'approche thématique. Dans la même veine, Cudi Kane aborde dans Territoire, patrimoine et mémoire, la reconquête de soi dans l'œuvre d'Amadou Eliman Kane, le désir de l'écrivain de se réapproprier son espace mémoriel. La démarche de l'auteur de son corpus s'inscrit dans une dynamique de réappropriation de la culture africaine, en vue de se départir de l'afropessimisme qui domine souvent la littérature africaine et la représentation du récit africain dans l'univers occidental. Toutefois, sans s'enfermer dans une historicité étriquée, l'auteur, par le procédé de la déconstruction, réussit à intégrer dans son univers fictionnel la réalité africaine. Son engagement met en exergue une nouvelle approche, celle d'une œuvre littéraire fondée sur les aspects historiques, culturels et sociaux de l'Afrique. Cette orientation de l'œuvre conjuguée à son écriture singulière inclut la réhabilitation de faits liés au patrimoine historique, dont la parfaite connaissance constitue un élément fondateur de l'identité africaine et celle des personnages qui font figure de réel. Finalement, comment ce même patrimoine est représenté dans l'œuvre de l'écrivain de la migritude et de la pluralité? C'est à cette question que Cudi Kane tente d'apporter des éléments de réponse. Les questions d'un terroir énonciatif, de son système esthétique et de sa réinvention sont mises en relief dans la troisième partie intitulée « Poétique et imaginaire du terroir ». La section s'ouvre avec l'article d'Alassane Dia, « Le terroir dans Sigubay, un chant du Pékaan ». Le corpus est extrait du répertoire de Guélé Ali Fall, grand maître s'il en est du Pékaan, poésie épique des Subalbes, les pêcheurs peuls du Fouta Touro. Sigubay est caractéristique d'une production littéraire et artistique à relents identitaires comme il est de règle dans l'oraliture poulard, dont les genres sont pour la plupart rattachés à la caste. Aussi Alassane Dia explore-t-il l'espace tant du point de vue du déroulement des événements ou péripéties de l'histoire contée, que du point de vue des digressions de l'auteur-interprète qui relèvent du métadiscours avant d'analyser la dynamique spatio-temporelle du récit en rapport avec l'évolution des personnages. Il est également question du Fouta Touro et d'épopée dans l'article qui suit, celui de Cheikh Sako, Fergo de Ramatou Seck Samb ou l'épopée des émigrés foutanké dans les mines du Congo. Nostalgiques, les migrants du Fouta en Afrique centrale voudraient réinventer leur terroir dans leur exil. Le texte étudié pose donc la lancinante question des migrations et s'intéresse plus particulièrement à la migration intra-africaine qui, même si elle n'est pas suffisamment, sinon pas du tout prise en charge par les écrivains, est de loin plus importante que celle vers le nord. La quête du terroir d'antan se poursuit avec Jérôme Cabot, mais cette fois loin d'Afrique, car nous sommes en Auvergne. Pourtant les ressemblances avec l'espace du continent sont assez marquantes, d'où l'intérêt de l'article Pays perdu, de Pierre Jourde, l'introuvable écriture du terroir. Dans son récit, Pierre Jourde se nourrit de sa connaissance du territoire dont sa famille est originaire. Lussot, hameau d'Auvergne peuplé d'une vingtaine d'habitants, population vieillissante vivant modestement d'une agriculture vouée à la disparition. Pays perdu offre une série de portraits, et au-delà, d'anecdotes et de considérations sur la vie paysanne, sa rudesse et sa beauté. Les habitants n'ont pas tous perçu l'hommage, et ont vu mépris et indiscrétion là où Jourde voulait mettre respect et lyrisme. L'objectif de Jérôme Cabot est donc de relire Pays perdu pour en dégager le projet esthétique, anthropologique et social, et d'examiner les raisons de sa réception ratée, à contresens, par les habitants qu'il dépeint. Avec l'imaginaire du terroir de Patrick Chamoiseau, écopétique et géopoétique de Mamadou Diop, nous passons de l'Afrique mère aux Antilles. Pour autant, Chamoiseau n'est pas selon Diop, le gardien du terroir antillais, puisqu'il est ouvert aux quatre vents du monde, et que les cultures caribéennes ont vocation à créer du neuf. La conscience insulaire débouche sur une géographie mentale favorisant une identité culturelle glissantienne. Cette géopoétique du terroir est motivée par les liaisons magnétiques théorisées par Chamoiseau et la critique, notamment Daniel Maximin.
Le présent article montre donc comment concilier les lectures géopoétiques et écopoétiques du territoire chamoisien, surtout quand on sait toute la défiance du prometteur de la notion pour l'engagement poétique. Dans la dernière contribution de cette partie, Terroir et territoire au défi du roman et de la poésie de Mohamed Louakira, Michel Favriot recourt à la comparaison des deux genres prétendument opposés, la poésie et le roman, pour voir comment Mohamed Louakira, poète polygraphe et polyglotte, s'en empare différentiellement au service d'un même personnage, mytho spatio-temporel, la ville de Marrakech. Son hypothèse est que dans cette œuvre du moins, le roman en tant que récit, construirait un terroir-territoire à la fois plus mimétique et plus mythique, alors que la poésie construirait un espace plus subjectif, abstrait et flottant, qui transformerait plus radicalement la langue, faisant donc communiquer de façon plus critique le dedans et le dehors. Histoire du terroir et terroir mémoriel est l'ultime partie de l'ouvrage. Elle est consacrée à juste titre aux questions mémorielles et leurs corollaires, tels que la défense et la préservation du patrimoine culturel ou encore la nostalgie des royaumes d'enfance. Baboudienne d'abord, avec la résistance pacifique de Mamadou Kalidouba à l'aune des écritures du terroir, arrive à montrer que le roman, objet de son étude, apparaît à bien des niveaux, comme l'expression des réalités de la Mauritanie, le pays de l'auteur. En dépit de la validité de ce point de vue, il faut se convaincre toutefois qu'il dissipe un pan important de la portée de l'œuvre, en occultant son aspiration à l'universel. À la jonction du local et du global, de l'ici et de l'ailleurs, au carrefour des opérations discursives et narratologiques, cette œuvre se ferait une voie vers la République mondiale des lettres. Fort de ce constat, il formule l'hypothèse que la résistance pacifique procède d'une esthétique qui transcende les écritures du terroir, pour s'inscrire dans une tradition littéraire qui déborde des cadres territoriaux, régionaux ou nationaux. Pour établir la pertinence d'un tel propos, il se fonde en premier lieu sur une démarche sociocritique et narratologique, avant d'examiner l'enracinement du roman dans le terroir de son auteur, pour enfin interroger sa vocation universalisante à travers le prisme de son écriture. Le deuxième article de cette partie, Écrire le terroir d'antan, la mémoire du Baol historique dans les longs soupirs de la nuit de Cheikh Badiane, et de Serigne Sey. Il a cherché à démontrer comment le romancier Baol représente les caractéristiques de son terroir, en peignant une société du début du XIXe siècle où des valeurs antagonistes, héritées de l'islam et de l'éthique sédo, s'opposent. Par là même, il nous dit la manière dont la mémoire prend en charge la dimension régionale et provinciale afin d'inscrire le roman du terroir dans la problématique de l'écriture d'une histoire nationale. Quant à Conan Arsène Kanga dans Cœur tambour de Scholastique Mukasonga, identité, ressourcement, rythme et transfiguration, il s'est appesanti sur la manière dont l'affirmation d'une identité intrinsèque et l'évocation d'une culture qui se fond dans les racines des êtres et de l'histoire ouvrent chez Scholastique Mukasonga une dynamique nouvelle d'écriture. Pour Conan Arsène Kanga, l'écriture de Scholastique Mukasonga est un souffle expressif des souffrances et des silences. Elle revivifie les trames et les drames singuliers de l'histoire. De l'ancrage au cœur de la musique du terroir, des rythmes rasta au récit d'une figure appelant au ressourcement, l'esthétique romanesque dans Cœur tambour invite à la redécouverte d'une Afrique qui se colorie en son sur les expériences artistiques de ses fils et filles. Ainsi, d'un continent à un autre retentissent les tambours d'un attachement à une terre porté par la diva Kitami. Avec ce récit clarifiant certaines origines du rastafarisme, l'auteur allie histoire, musique, tradition et fiction afin de laisser toujours s'exprimer les tableaux d'une Afrique authentique qui revit à travers ses symboles, ses cadences mystiques et sa culture. L'ouvrage Littératures africaines et écriture du terroir prend fin avec l'article de Mbou Seta Diagana, intitulé « À la recherche de l'Éden perdu ». L'évocation de Kaedi dans Crapaud et Nénuphar, de Bal Mohamed El Mokhtar. Il y est question de nombreuses images qui décrivent cette ville rurale mauritanienne, qui, en plus de leur haute charge lyrique, la font passer pour un endroit idyllique, un véritable royaume d'enfance, un paradis. D'ailleurs, dans la littérature mauritanienne francophone, aucune ville ne semble avoir ce traitement et les auteurs qui ont fait son portrait reviennent sur le bonheur qu'elle a procuré à ses enfants à travers toutes ses richesses naturelles, fleuves, marigots, terres arables. Sa diversité et sa richesse culturelle et ethnique et par-dessus tout, un havre de paix qui ferait pâlir de jalousie toutes les autres contrées de la région. Cependant,
Ces auteurs font aussi remarquer avec amertume les mutations socio-économiques qui sont en train de dépouiller Kaedi de son âme. Mbou Seta Diagana insiste surtout sur la manière dont Balmohamed El Mokhtar avec Crapaud et Nénuphar décrit avec nostalgie cet Éden perdu où la pêche, l'agriculture, l'élevage et la chasse assuraient le bien-être à tout le monde, mais que la sécheresse de ces dernières années, avec comme corollaire l'exode rural et la migration, commence à avoir raison de son rayonnement. Première partie, croyances, couleurs et identité du terroir. Senghor en thé noir. Denis Hassan Diouf et Ahmad Faye. Université Cheikh Anta Diop, de Dakar, Sénégal. Introduction. En 1956, Léopold Sédar Senghor adjoint à ses 3 premiers recueils un texte dans lequel il donne les orientations de la réception de son œuvre. Entre autres points, il insiste sur la nécessité de la mise en relation de sa création poétique et de son canton. Cela dit, examiner la relation de Senghor avec son terroir revient inéluctablement à l'envisager sous l'angle de ce que le poète lui-même et sa critique ont appelé son royaume d'enfance. C'est cette relation fusionnelle qui nous amène à assimiler Senghor à Anté, ce géant mythologique invincible qui reprenait des forces dès qu'il entrait en contact avec la mère-terre, Gaïa sa mère, car Sédar Ghnilan est de cette graine d'homme qui ne se sépare pas de la terre qui l'enfante. Dans notre propos, nous faisons le choix d'une part de circonscrire topiquement le royaume d'enfance de Senghor et d'autre part, de nous promener à travers les forêts de symboles poétiques pour analyser les modalités de sa nomination, et voir comment le poète habite la mémoire de l'enfance perdue. 1. Le royaume d'enfance, la Gaïa, un terroir et des êtres. Nous estimons qu'il n'est pas superflu de procéder d'abord à un cadrage notionnel du terme royaume d'enfance. Ici, royaume a le sens, comme chez Édouard Glissant, de l'espace physique envisagé comme terme d'un rapport existentiel avec un peuple qui l'habite. Quant au terme enfance, il convient de le comprendre comme les premières années de la vie d'un être humain jusqu'à l'adolescence. Et le dictionnaire de l'Académie de préciser que la première enfance s'étend de l'âge de 2 ans à l'âge de 6 ans, la seconde enfance de 6 à 12 ans. Si Léopold Sédar Senghor n'utilise le terme « le royaume d'enfance » qu'à son 3e recueil, celui-ci ne demeure pas moins intéressant à saisir pour la lecture de l'ensemble de son œuvre, y compris pour les 2 premiers. Ainsi, quand il est amené à circonscrire son royaume d'enfance, il donne une esquisse de définition. Quelques villages sérères perdus parmi les Tans, les bois, les bolons et les champs. Plus tard il précisera « Les années passées à Dilor, je les appelle le royaume d'enfance ». Force est de constater que sans contredire la première, la deuxième acception restreint l'espace géographique et adjoint à la dimension spatiale un marquage temporel, la première enfance. Pour Geneviève Lebeau-Cain, cela tient sans doute au mécanisme de la mémoire qui ne peut se remémorer le passé qu'en le situant à l'intérieur d'un contexte spatial. Ces critiques, eux aussi, se sont adonnés au bordage du royaume d'enfance. Ainsi, pour la Fondation Léopold Sédar Senghor qui circonscrit le royaume d'enfance du poète au moyen de 19 stèles, celui-ci couvrirait Ngasobi, Joal Oudiong, Fadiout, Mbissel Saxmaak, le grand village, Dilor Djidjak, Simal, Fimela, Faoy. Sans procéder à une quelconque limitation topique, Guzin Goda Osman fait de Joal son noyau du royaume d'enfance. Le marquage de Geneviève Lebeau-Cain est tout aussi sommaire. Des villages de la Petite Côte où L.S. Senghor passa les premières années de sa vie. Liliane Kestelout et Ahmad Faye, quant à eux, font remarquer que Senghor se cantonne la plupart du temps au périmètre. Joal et Fadiout, 60 km de là sur le fleuve Dilor, la presqu'île de Simal qu'on voit depuis Moundé et Dionewer plus bas sur le Bolon à l'embouchure de l'océan non loin de Palmarine et de Sangomar. Sur la base de nos propres investigations et de la combinaison de ces différentes délimitations, nous disons que le royaume d'enfance fait référence au terroir où Léopold Sédar Senghor a passé les 12, voire 13 premières années de son existence. La Gaïa sangorienne se ramène au triangle, Dilor, Joal, Ngasobi. Cela admis, allons à sa découverte. Et d'abord Dilor. Au risque de remettre en cause ce qui paraît consensuel depuis longtemps, nous estimons que c'est à la fois la Bethléem de Senghor et le lit frais de l'enfance du poète. C'est bien à ce titre qu'il constitue le foyer, la cour du royaume d'enfance. Le rapport obsessionnel que Senghor entretient avec son village natal émerge dans 2 figures maternelles, Ghnilan et Wali Bakoum.
Plusieurs fois évoquée sous ses traits de donneuse de vie, douce protectrice, sur rempart contre la dépersonnalisation, la mère obsède la représentation de la femme dans l'espace poétique sangorien. En ce qui concerne Toko Wali, page 38, l'oncle maternel, s'il est une figure prégnante du royaume d'enfance, c'est parce qu'il est une sorte de mère masculine qui lui ouvre la culture sérère Sirior Kosan, surtout dans toute sa dimension mystique. Toko Wali, mon oncle, te souviens-tu des nuits de jadis quand s'appesantissait ma tête sur ton dos de patience ? Ou que me tenant par la main, ta main me guidait par ténèbres et signes. Toi Toko Wali, tu écoutes l'inaudible. Et tu m'expliques les signes que disent les ancêtres dans la sérénité marine des constellations. Que m'accompagnent Cora et Balafong, IX page 38. Ailleurs il témoigne, c'est mon oncle Wali qui s'occupait de mon éducation morale et religieuse. C'est mon oncle qui m'emmenait sur les tombes, pour faire des libations. Quand j'étais malade, il me faisait soigner. J'étais animiste à 100%. Fimla, Simal, Yayem, Mbissel et à un degré moindre Faoy, complètent l'espace où Senghor passe une première enfance bien matriarcale, trempée dans la ruralité et le paganisme. À ce titre, l'attendrissement de Cédar devant le tombeau de Maïssa Wali Dionné sur la route de Fimla, devant la fontaine Kamdiamé, non loin de Dilor, le cimetière de Kolnodik et la ronneraie de Katamag offrent des motifs récurrents à ces tableaux poétiques. Joal Diong, Fadiaout. La rivalité entre oncle maternel et père est bien connue en milieu séraire. Il n'est pas exclu que ce soit la saine concurrence entre Wali Bakoum et Diogwa Senghor qui a contribué à l'envoi du jeune Cédar à Joal. Quand le garçon de 7 ans monte à Joal, il change de régime pour ainsi dire. À travers le patriarcat, la figure du père Diogwa s'impose à lui. Mais le riche patriarche polygame ne séduit guère Cédar Gnilan. Commerçant, il est plus préoccupé à parcourir ses propriétés terriennes à travers le ciné, à vendre ses sécos et à fructifier son négoce à Joal qu'à installer une relation particulière avec un enfant qui du reste, n'a pas les mêmes centres d'intérêt que lui. De l'affection matriarcale, il tombe dans un incognito nonobstant, la chaleur nombreuse de Poussin, page 61. Cette rupture affective est toutefois atténuée par les fastes de la bourgade, l'apparat des visites royales, les festins funèbres et leurs traînes, les rhapsodies des griots, les chœurs de lutte, les voix païennes rythmant le tantou mergot, Joal, page 17 à 18, les chœurs triomphants de Fadiaout, page 107, sans oublier quelques sites, surtout rituels tels que le sanctuaire de Marna Engej. Comme à Dilor, ce qui émerveille le plus le bourricot de Toko Wali, c'est l'harmonie cosmique où les vivants déroulent leur existence en parfaite intelligence avec les pangouls serpents vivants, varans, poissons, tortues, arbres, les esprits de brousse ou les âmes errantes. Ce n'est pas tout. Il y a aussi les activités qui rythment la ronde des saisons, les sarclages, les semis, la culture et les moissons, les xoïs, séances publiques de divination, les misses, chasses rituelles, les jeux gymniques aux arènes sonores et les danses initiatiques autour du feu de branche, pas le mémoire du soleil, page 201. Ngasobi. C'est là que se clôt réellement l'enfance de Senghor. Il y recouvre véritablement sa ruralité, entré plus ou moins en hibernation à Joal. S'il n'y retrouve pas les tanns de Dilor et les bolons et les palétuviers de Joal, ni les hôtels des pangouls de Mbissel et de Faoy, il retrouve la luxuriance de la brousse peuplée de mystérieuses présences, les animaux domestiques, des amis avec qui gambade lors des mini-promenades. Senghor aime les chants religieux et les études, et le cadre bucolique des 1000 hectares. Il se sent délecte jusqu'à l'ivresse. À l'église de Ngasobi, nous chantions et dansions avec les anges dans l'odeur des orgues, de la myrrhe, page 326. Fontaine plus tard, à l'ombre étroite des muses latines. Que l'on proclamait mes anges protecteurs. Puis de Pierre Ngasobil, vous n'apaisâtes mes soifs. Page 31. Ngasobi, avec ses prêtres missionnaires, ses muses latines, marque également l'intrusion du monde occidental dans cette géographie du cœur. Mort à l'enfance, page 205. Le poète adulte établira un parallélisme entre l'entrée au petit séminaire et le sevrage du Xaat, candidat à la circoncision-initiation. La veille de l'épreuve du sexe, Ngomar, celui-ci boit une dernière fois au lait maternel. Ce rituel fort émouvant qui marque la rupture avec le cercle familial lui fait prendre conscience qu'il est désormais dessus, elle ignorance dessus, elle innocence, page 205. Il entre dans le NDUT,
le nid que l'oiseau tisse pour y enfermer ses petits et leur apprendre tout son savoir. Continuant cette analogie, il fera du quartier latin et de Louis le Grand un autre royaume d'enfance. Moins accent aigu d'Énique certes, ce terroir sangorien ne présente pas autant de charme que le cœur pastoral du Ciné, mais il marque suffisamment Senghor de par son bouillonnement intellectuel qui sera le terreau de la prise de conscience de son identité nègre dont il puise l'essence justement au premier royaume d'enfance. La forte toponymie d'une vingtaine de localités du Irina désignées par leurs noms autochtones, Diong, Ngasobil, Katamag, Kamdiamé, Kolnodik, page 190, contribue à circonscrire le royaume d'enfance. En somme, ce qui lie Senghor à cette Mésopotamie comprise entre le Ciné et le Saloum, c'est moins la conscience d'appartenance que l'émerveillement face au Sirieur, à son cadre païen enchanteur, à ses activités agro-sylvo-pastorales et à sa mystique. Aussi, dans sa poésie d'ouverture au monde, en fait-il le lieu d'énonciation, par excellence. 1. Une relation fusionnelle. Dans la culture sérère, le cordon ombilical est enterré dans la cour familiale. Ce rituel scelle le lien sacré entre le nouveau-né et la communauté. Mieux, il consacre une relation quasi mystique entre l'individu et la terre-mère génitrice et protectrice à laquelle il devrait être rendu à sa mort. Par son étonnante gravité, le poème épitaphe de Senghor s'inscrit dans ce cadre. Quand je serai mort, mes amis, couchez-moi sous Joal l'ombreuse. Sur la colline au bord de Mamangedj, près du sanctuaire du serpent. Mais entre le lion, couchez-moi, et l'aïeul Ténin Ndiaré. Quand je serai mort, mes amis, couchez-moi sous Joal la portugaise. Pour ma part négro-africaine, je sais que je serai associé à la vie de mon père, à la vie de mes ancêtres. D'ailleurs, j'ai demandé à être enterré à Joal, dans le cimetière du village à côté de mon père, confiait-il au journaliste Jean-Pierre Elkabbach. À Pierre Sarr, lui-même natif de Joal, une vieille madague voyante de Joal explique « Vous les profanes, vous ne voyez pas ce que nous voyons. Je t'ai dit que Senghor est rentré et qu'il repose à Mamangetaï auprès de ses ancêtres. » Cette relation fusionnelle conduit assez souvent le poète à nommer son canton comme un terroir bucolique enchanteur, où tout est poésie en puissance. Dans une poésie de prime abord picturale, il embrosse une série de tableaux où domine la luxuriante verdure de la brousse, des bosquets des pangoules, des palétuviers et des bolons. Toutefois, cette couleur verte constamment connectée à l'eau, aux marigots et fontaines, fontaine de Fimela, page 177, fontaine des éléphants à l'eau balbutiante, page 31, fontaine de Kamdiamé, page 30, au puits de pierre, Ngasobil, page 31. Dans des poèmes tels « Épître à la princesse », la ronde des saisons et la marche silencieuse du temps imposent des tableaux aux motifs plus bigarrés, Septembre ou la fin d'hivernage, page 106, Bleu par les prés frais de septembre, page 30, la fin de l'été, page 143. Maintenant que les greniers craquent et que les taureaux sont lustrés. Maintenant que les poissons abondent dans nos eaux, aux franges des courants marins. Il me ferait si bon de dormir sous les alizés, page 271 à 272. Je suis un auditif, Senghor dixit. Aussi les divins spectacles qui ont attendri l'oreille de l'enfant Cédar surgissent-ils dans sa création en une présence massive de choses, source du rythme sans lequel le poème, dit-on, ne communique pas. Le poids du rythme suffit, pas besoin de mots ciment pour bâtir sur le roc la cité de demain. Page 201. Adulte, avec une parole enfiévrée où l'émotion le dispute à la frayeur juvénile d'accéder au mystère de l'inaudible, page 30, il les évoque. Les cris neufs des enfants parmi les frondes, page 272. Les chœurs de lutte, les voix païennes rythmant le tantou mergot, les rhapsodies des griots, page 17, 18. Les comptines de la nourrice, NG à accent circonflexe la poétesse, page 204 et le plein chant,
les chœurs alternés, page 274. La flûte du pâtre qui modulait la lenteur des troupeaux, page 31. Les voix du tam-tam, page 145. Opèrent de véritables remontées mémorielles et ressurgissent inconsciemment sous la plume du poète. Replongeant à son insu dans son enfance pastorale, l'espace-temps qui dans la tradition sérère enfante les poètes, Senghor s'écrie au bord de l'extase. Me conduise la note d'or de la flûte du silence, me conduise le pâtre mon frère de rêve des jadis. Et perce pâtre, mais perce d'une longue note surréelle, page 49. Dans un verset credo, Senghor avance. Je n'ai pas perdu souvenir du jardin d'enfance où fleurissent les oiseaux, vacances, page 45. Dans un élan beaucoup plus mystique, l'auditif cache difficilement son attention au dialogue cosmique. C'est l'heure des étoiles et de la nuit qui songe. S'accoude à cette colline de nuages, drapée dans son long pagne de lait. Les toits des cases luisent tendrement, que disent-ils si confidentiels aux étoiles ? Page 16. Faisant de son espace poétique un tan, c'est-à-dire le lieu de rencontre par excellence entre le profane et le sacré, l'audible et l'inaudible, il écrit. Et quand sur son ombre elle se taisait, résonnait le tam-tam des tans obsédés. Qui rythmait la théorie en fête des morts, page 31. Me visitent les fatigues de la journée. Les défunts de l'année, les souvenirs de la décade. Comme la procession des morts du village à l'horizon des tans, page 48. Que je sois le berger de ma bergère par les tans de Gilor où fleurissent les morts, page 204. Encore à l'automne de sa vie, Senghor reste marqué par cette proximité entre les esprits et les hommes, entre les vivants et les morts. Je me rappelle encore, non sans émotion, le jour où nous avons vu défiler les morts de l'année sur le tan dans la lumière sans ombre du soleil méridien. Nous les regardions chantant en une longue procession. Nous leur parlions en fait, dans le Kosan Siriyeur, Yaaniv, village des morts, n'est que la continuation de la société terrestre, avec toutes ses énergies, sa jeunesse, sa joie trépidante, ses grandes réalisations. Yaaniv est une société agréable, parce que les personnes y sont parfaitement intégrées. L'évocation fréquente du royaume d'enfance sous ce prisme est significative de la continuité existentielle entre la mort et la vie. Un pont de douceur les relie, renchérit-il, je ne sais, page 155. Dans des poèmes comme Élégie de minuit, Élégie pour Philippe Maguilin Senghor, la vision du paradis reste très marquée par ce dogme sérère. La mort n'est ni plus ni moins qu'une renaissance au royaume d'enfance, entendue ici dans sa dimension spatio-temporelle. Que je renaisse au royaume d'enfance bruissant de rêve. Que je sois le berger de ma bergère par les tans de Gilor où fleurissent les morts. Que j'éclate en applaudissements quand entrent dans le cercle Ténin Ndiaré et Tiagoum Ndiaré. Que je danse comme l'athlète au tam-tam des morts de l'année. Élégie de minuit, page 204. Et dans les sentiers du matin. Au labyrinthe, nous revivrons et les jeux et les rires du royaume d'enfance. Page 299. Et un jour, il reposerait. Profond dans le tertre de Mamangdi, près de Diogwa le lion, page 295. Je confonds toujours l'enfance et l'Éden, page 153. C'est cette relation, ce retour à l'informe ou à la forme primitive, au chaos originel d'où tout va renaître, mais où tout doit mourir, que Chaka célèbre. Me voilà rendu à la terre. Qu'il est radieux le royaume d'enfance, page 123. Galvanisé par le souvenir de vibrants hommages, Njukomil, chantés dans les villages, lorsque le soleil triomphe à l'entrée de l'hivernage, que les pays sont blancs et les sables illimités, page 43. Il a le front d'adopter la présomptueuse posture des grands devins du terroir, Saltiki. Ce faisant, il emprunte leur jactance salvatrice, le doux blasphème qui déride le Dieu au troupeau de nuages, et fait tomber la goutte d'eau première, page 43. Seigneur, entendez bien ma voix. Pleuve. Il pleut. Et vous avez ouvert de votre bras de foudre, les cataractes de pardon. Et renaît la vie couleur de présence. Page 212 à 213. Bien souvent réaliste, l'évocation du terroir repose sur une caractérisation visuelle et auditive que le poète assume dans un jeu chiasmique, vu de mes yeux, de mes oreilles entendues, page 165. Mais pour descriptive qu'elle soit, cette poésie ne parle pas moins à l'âme. En effet, les images poétiques qui s'offrent à Senghor dès sa prime enfance s'additionnent de souffles mystiques. Conséquemment,
Les poèmes sangoriens s'identifient facilement aux tapisseries de Peggy tant ils sont chargés de spiritualité. Limitons-nous ici à l'évocation des nuits chères, nuits amies et nuits d'enfance parmi les Tans. Nuit d'enfance, nuit bleue, nuit blonde aux lunes. Combien de fois t'ai-je invoqué aux nuits, pleurant au bord des routes, au bord des douleurs de mon âge? Nuit chère, nuits amies et nuits d'enfance parmi les Tans et les bois. Nuit palpitante de présence. Élégie des circoncis, page 205 à 206. Nuit et nuit claire, nuit blonde, que les serpents avaient promise. Anilan la douce, nuit calme et nuit palme, ma douce nuit, ma nuit nounou. Nuit élyséenne, nuit joalienne, nuit qui me rend à la candeur de mon enfance. Nuit, nuit, tu as été en les nuits sombres l'ami qui cause avec l'ami et peuple l'insomnie. L'ami qui trouve la solution, qui s'incline et console nuit amie en ces nuits. Je dis ma blonde qui console, soutient le combattant au plus bas de la pente. Ô nuit, ma nuit et nuit non nuit, page 273. Ainsi s'étant enfant toujours enfant, que les années d'errance n'ont pas vieilli, page 39, que Senghor arpente son terroir d'enfance comme pour y revivre encore la nuit d'enfance extrême et y mourir à la beauté du chant, page 201. Sans doute aussi pour le rebâtir, mais plus encore pour le vivre et le faire revivre pleinement. Le poème est mûr au jardin d'enfance, page 131, écrit-il. Et comme sa sève païenne est un vieux vin qui ne s'aigrit pas le vin de palme d'un jour, page 34, elle enivre pour ainsi dire ses poèmes. Ce faisant, de par les éléments de sa faune, de sa flore ou son folklore, le royaume d'enfance irradie la poétique sangorienne par le truchement des divers procédés analogiques ou métaphoriques. Dans les premiers versets de Zndc, le prisonnier de guerre emprunte les images pastorales du ciné pour s'adresser à sa mère. Mère, on m'écrit que tu blanchis comme la brousse à l'extrême hivernage. Quand je devais être ta fête, la fête gymnique de tes moissons. Ta saison belle avec 7 fois 9 ans sans nuages et les greniers pleins à craquer de fin mille. Ton champion corse à nous. Tel le palmier de Katamag, il domine tous ses rivaux de sa tête au mouvement panache d'argent. NDC, page 85. À ce titre, la Signare des Nocturnes est décrite au moyen d'une série de métaphores tirées de ces paysages singuliers, en même temps que l'amant paré du gilet pourpre de l'athlète brodé de perles de rosée, page 190, l'invite à une promenade dans ce terroir harmonieux. Signare, je te chanterai ta grâce, ta beauté. Des maîtres de Diong, j'ai appris l'art de tisser des paroles plaisantes. Paroles de pourpre à te parer, princesse noire d'Elissa, page 188. Mon refuge dans ce visage perdu. Dans ce pays d'eau et de Tans, et d'îles flottant sur les terres. Et je rebâtirai la demeure fongible au bord de cette courbe exquise. Du sourire énigme qu'aiguisent les lèvres bleu-noir des palétuviers. Et je paîtrai les songes calmes des sauriens, et sorciers aux yeux d'outre-monde. Contemplerai les choses éternelles dans l'altitude de tes yeux. Outre tes cils et les rogners de Katamag, j'entends déjà les pilons de Simal. Les cris des chiens des chasseurs, page 193-194. On le voit, dans sa création poétique, Senghor se replace de diverses manières dans l'univers de son enfance. Le contact avec sa terre-mère, muse et accoucheuse, le met dans un état de transe émotive nécessaire à la parturition poétique. Enfant prodigue, sa parole opère des retours et attire les mots de la terre natale dans des versets haletants du désir de dire sa perte, la vérité du monde dont il refuse de faire le deuil. Il se place dans le souvenir de cet arrachement de soi à soi, page 138, pour se réapproprier son enfance sérère et s'abandonner avec ivresse au charme de la culture figurée par ses jeux. Ainsi, le poème est assez souvent une résurrection au royaume d'enfance, pour ressusciter le poème au royaume d'enfance, page 248. Redevenu l'adolescent rebelle de son terroir, dans le retour de l'enfant prodigue, par un art consommé de la substitution, le poète retrouve son état de marginalité juvénile. Acteur anticonformiste du jeu social, il brandit l'arme de la parole contestataire pour jeter en pâture l'image du commerçant, celle du père aux doigts tenaces. Éléphant de Mbicel, j'applaudis au vide des magasins autour de la haute demeure. J'éclate en applaudissements. Vive la faillite du commerçant. J'applaudis à ce bras de mer déserté des ailes blanches. Chasse les crocodiles dans la brousse des profondeurs, et peste en paix les vaches marines. Je brûle le Seco, la pyramide d'arachides dominant le pays. Et le wharf dur,
cette volonté implacable sur la mer. Mais lors, je ressuscite la rumeur des troupeaux dans les hennissements et les mucigements. La rumeur que module au soir le clair de lune de la flûte et des conques. Je ressuscite mes vertus terriennes, page 55. Son esprit frondeur porte la parole subversive de la classe d'âge des gueux, Assir, à qui, dans son terroir, la coutume confère un pouvoir d'impunité qui s'exerce dans la relation par l'inversion de la hiérarchie et de l'autorité, Feuille 2019 sur 167. Par le masque de la parole juvénile non convenue, il se réjouit de la fin du cycle dont le père était le symbole. Le procès qu'il intente culbute la figure paternelle dans un théâtre de dérision, et réhabilite les vertus terriennes et les valeurs qui entretiennent son rapport au monde. L'amant scripteur des lettres d'hivernage, en véritable hanté, confie « Contre le désespoir, mon seul refuge, le royaume d'enfance, le baiser de la terre, ta lettre, page 251. » Fait aussi partie du style du poète, de ses modes de réparation de perte du royaume d'enfance la simulation dans le message, page 16, d'une crise psychopathologique, Ayen Pangoul, une expérience singulière subie qu'il emprunte à la culture de ses ancêtres pour échapper à la dépersonnalisation qui le guette dans l'ailleurs. Comme si l'injonction des esprits ancestraux le contraignait à expier sa faute dans l'épreuve d'un état de folie spécifique et dans la violence d'une route du retour qui se dessine comme virtualité d'être et compensation de la perte. Feuille 2008 sur 51. Soumis à l'implacable volonté des puissances qui mandent, le poète se consume à son insu dans un état extatique et s'efforce de forcer les portes afin de retrouver la vraie vie dans toute son intégralité et son innocence. Cet attachement au royaume d'enfance devient une sorte d'aspiration perpétuelle du poète, qui écrit dans la chute d'un de ses derniers poèmes « Or notre attente fut encore de 9 nuits et 9 jours pour nous entrer au royaume d'enfance. Mais nous voici tout neufs, ressuscités au jardin de l'enfance », page 339. C'est cette vie accent aigudénique qui a marqué ces tendres années, que Senghor entend refléter dans toute sa dimension joviale et totalisante. Au fond, c'est à un retour au royaume d'enfance qu'il appelle tout homme. Cet élan du cœur, cette harmonie cosmique où les êtres vivent en bonne intelligence. Le poète procède à une véritable récupération de son enfance, et à une mise en honneur au royaume d'enfance, page 113. Par un jeu de réminiscence continue, il récupère le lien ombilical, surtout quand le doute et la solitude l'habitent. Le royaume d'enfance est donc une ornière, un prisme peut-être bien déformant, à partir duquel Senghor voit l'autre, et même les événements de la vie. Au-delà de cette esthétisation du royaume d'enfance et de sa récupération continue, la relation de Senghor avec son terroir d'enfance transparaît également dans la pratique de son art. La poétique senghorienne se départ difficilement de la poésie orale sérère. En sérère, ma langue natale, jusqu'à l'âge de 8 ans je n'ai parlé que le sérère, c'est le mot kim au pluriel, qui signifie en même temps chant et poème. Et je définis la poésie négro-africaine comme un ensemble d'images analogiques mélodieuses et rythmées. Images, mélodie, rythme. Voilà aussi les piliers du style persien qui ont conduit Senghor à lui consacrer l'étude Saint John Perse ou poésie du royaume d'enfance, et qui à notre avis n'est qu'une défense et illustration de sa propre poésie. Maintes fois reconnu et assumé, le substrat sérère de la poésie est encore net à travers son arrimage aux différents types des hakim qui accompagnent l'homme dans les étapes de la vie, son processus de socialisation, ses activités laborieuses et ludiques. Même si Senghor confesse sa préférence pour Hakimnium, les chants gymniques, il demeure évident que les chœurs alternés des Akaanes, chants d'éloge savants, des chants d'éloge royal, Hakim ONJAAC, des Hakim Engour, chants d'éloge héroïque, des Atagas, chants généalogiques, des Hakim AMBOY, chants funèbres, ainsi que les chants et les mélopées du Wung et de l'initiation, Hakim NDUT, les Hakim ONJUP, chants de réjouissance juvénile, les Hakim MBUK, chants d'amour, les Hakim Ayaal, les berceuses, ont contribué à élaboration du style poétique senghorien. La préférence assumée de Senghor pour les Hakimnium nous oblige à examiner leur réinvestissement dans ses poèmes. En effet, sa création poétique reconduit à l'identique plus d'une des caractéristiques des chants gymniques, notamment l'apostrophe du champion sous forme de périphrase et son portrait réalisé par une série de comparaisons ou de métaphores mélioratives. Ainsi, prêtant souvent sa voix à sa sœur ou à son amante, Senghor se désigne lui-même. Cor Sanou, page 64-85, Cor Siga, page 18,
expressions qui veulent littéralement dire valeureux frère de Sanou, de Siga, ou mieux encore champion de Sanou, de Siga. Ce sont là des périphrases par lesquelles l'athlète est désigné, et au moyen desquelles on le gagne. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.